Détendez-vous. Installez-vous confortablement. La douce lueur de la lune pénètre par votre fenêtre, invitant au repos. Bientôt, les pensées qui agitent votre esprit s'estomperont, remplacées par une histoire ancienne. L'histoire d'un homme dont le nom a résonné à travers les siècles. Nous allons nous endormir ensemble, en compagnie de Frédéric Barberousse, un empereur dont la vie fut une fresque de pouvoir, de guerre, mais aussi de quête et de rêve. Dans le silence de la nuit, nous allons remonter le temps. Loin des tumultes du jour, nos esprits s'aventurent dans les vastes terres de l'Europe médiévale. Les dates et les batailles ne sont plus une charge à mémoriser, mais des paysages dans lesquels nous dérivons lentement, comme un navire sur une mer calme. Le murmure de ma voix est votre guide, un fil d'Ariane qui vous mène doucement vers le sommeil. Nous n'avons pas besoin de nous presser. Le passé est infini et nous avons toute la nuit pour le parcourir. Imaginez les forêts denses de la Germanie du XIIe siècle, où les chemins de terre relient de petits villages aux grandes cités impériales. Les murs de pierre des châteaux s'élèvent, témoignant de la puissance des seigneurs et des empereurs. C'est dans ce monde, à la fois brutal et empreint de mysticisme, que naît Frédéric. En tant que membre de la dynastie des Hohenstaufen, il est destiné à un destin hors du commun. Son nom, Barberousse, qui signifie barbe rousse en italien, deviendra une légende, un symbole de son caractère fougueux et de sa détermination. Le Saint-Empire romain germanique dont il héritera n'est pas un empire uni. C'est une mosaïque de duchés, de comtés et de cités-États, souvent en conflit. C'est un terrain de jeu pour la noblesse et un champ de bataille pour l'empereur, qui doit sans cesse affirmer son autorité. La papauté, de son côté, lutte également pour la suprématie, créant une tension constante entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est dans cette tourmente que Frédéric Barberousse va forger son héritage. Nous allons découvrir comment ce jeune duc de Souabe deviendra empereur et s'efforcera de restaurer la gloire de l'Empire romain, non pas celui des Césars, mais celui de Charlemagne. Son rêve est de bâtir un empire fort, stable et respecté. Pour ce faire, il devra faire face à de nombreux adversaires. Des princes allemands rebelles, les villes indépendantes de l'Italie du Nord et surtout le pape, qui le voit comme une menace à son pouvoir. Nous nous intéresserons à ces expéditions en Italie, les fameuses Italiensüge, où ces armées, avec leurs bannières flottant au vent, traversent les Alpes enneigées. Nous irons à sa rencontre dans les villes opulentes de Lombardie, comme Milan, qu'il assiège et détruit, pour finalement la reconstruire. Nous le verrons se prosterner devant le pape à Venise, un moment de défaite qui met en lumière sa capacité à accepter une réalité politique. Ce qui rend Frédéric si fascinant, ce n'est pas seulement son ambition, mais aussi son sens de la justice et son attachement aux traditions. Il est le modèle de l'empereur médiéval, un chef de guerre puissant, un administrateur éclairé, mais aussi un homme de foi. Il incarne l'idéal de la chevalerie, une figure à la fois majestueuse et humaine. Le voyage que nous entamons ce soir n'est pas seulement un cours d'histoire, c'est une immersion dans une époque lointaine, où la foi, l'honneur et le pouvoir façonnaient le destin des nations. Nous allons ressentir le froid des montagnes alpines, entendre le cliquetis des épées et le son des cloches d'une cathédrale. La vie de Frédéric Barberousse sera notre conte de la nuit. Un récit qui se déroule au rythme lent et apaisant de votre respiration. Alors que vous glissez doucement vers le sommeil, laissez ces images s'installer dans votre esprit. Laissez-vous porter par les mots. Imaginez les grandes salles des châteaux, illuminées par le feu de cheminée. Imaginez les armures étincelantes et les visages des chevaliers, attendant les ordres de leur empereur. Le passé est là, vivant, attendant que nous l'explorions. Et ce soir, notre exploration commence avec Frédéric Ier, le grand empereur à la barbe rousse. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez l'histoire vous envelopper comme une couverture douce. Laissez-vous guider par les échos du XIIe siècle, où un homme au nom légendaire a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Europe. Le voyage ne fait que commencer. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans le passé, le jour cède la place à la nuit et les bruits du monde moderne s'éloignent. Nous arrivons dans les terres du sud de l'Allemagne, dans le duché de Souabe, au début du XVIIe siècle. Les collines verdoyantes et les forêts denses
sont le théâtre de l'enfance et de la jeunesse d'un homme destiné à régner. C'est ici, probablement au château de Weiblingen ou de la famille Hohenstaufen, que Frédéric voit le jour, vers l'an Bisons en 2. À cette époque, l'éducation d'un noble ne se limite pas aux livres. Elle est avant tout pratique et militaire. Le jeune Frédéric apprend le maniement des armes, l'équitation, la chasse et les règles complexes de la chevalerie. C'est un monde de discipline stricte où l'honneur et la loyauté sont les vertus suprêmes. Son grand-père, l'empereur Henri IV, et son oncle, l'empereur Conrad Thurs, sont des modèles de pouvoir et de détermination. Il grandit dans l'ombre de la grandeur impériale, une ombre qui va le préparer à son propre destin. Le Saint-Empire romain germanique n'est pas un empire uni par la force, mais par un équilibre délicat entre les grands seigneurs, les ducs et les évêques. La famille de Frédéric, les Hohenstaufen, est l'une des plus puissantes du Reich, mais leur pouvoir n'est pas sans rival. Une autre famille, les Welfs, est en concurrence constante pour le trône et l'influence. Cette rivalité, qui a marqué une grande partie du Moyen-Âge allemand, est une toile de fond sur laquelle Frédéric va tisser son règne. Il devra faire preuve de diplomatie et de force pour naviguer dans ces eaux agitées. L'éducation de Frédéric a donc été doublement précieuse. Non seulement il a appris à se battre, mais il a aussi appris l'art de la politique. Le jeune Frédéric se distingue rapidement par ses qualités. Il est décrit comme un homme de haute stature, à l'apparence majestueuse, et sa barbe rousse, qui deviendra sa marque de fabrique, attire l'attention. Son charisme et sa détermination sont évidents dès ses premières années de pouvoir. Après la mort de son père, le duc Frédéric II de Souabe, il hérite du duché et devient un acteur majeur de la politique du Saint-Empire. Il est un allié fidèle de son oncle, l'empereur Conrad III, et le suit lors de la deuxième croisade. Ce voyage en Terre Sainte est une expérience formatrice. Il voit le monde au-delà des frontières de l'Europe, affronte les épreuves et les dangers de la guerre et observe les enjeux de la politique internationale. Il apprend aussi l'importance de la loyauté et de la nécessité de s'unir face à un ennemi commun. À la mort de Conrad III en 1152, la question de la succession se pose. L'empereur a un jeune fils, mais il a le pressentiment que la stabilité de l'Empire nécessite un chef plus expérimenté. Sur son lit de mort, il recommande Frédéric, son neveu, comme son successeur. Les princes électeurs se réunissent à Francfort. Frédéric a un avantage sur ses rivaux. Il est le neveu de l'empereur défunt, mais il a aussi des liens familiaux avec les Welfs grâce à sa mère. Ce lien de sang fait de lui un candidat de compromis idéal, capable de réconcilier les deux grandes familles. Il est élu à l'unanimité. L'élection n'est pas une simple formalité. C'est le résultat d'un consensus, le signe que les princes allemands ont placé leur confiance en cet homme à la barbe rousse pour restaurer la paix et l'ordre dans le Reich. L'ascension de Frédéric n'est pas une prise de pouvoir, mais le début d'une quête, celle de rétablir l'autorité impériale, de faire revivre la gloire de l'Empire de Charlemagne et de s'assurer une place légitime au sein des rois et empereurs d'Europe. Il doit encore être couronné empereur par le pape, une étape cruciale pour asseoir sa légitimité. Mais pour l'heure, il est roi des Romains. Son règne commence par un geste de paix et d'unification. Il met fin aux querelles familiales en nommant son cousin Henri le Lion, un Welf, duc de Bavière. C'est un acte de grande sagesse politique qui montre sa capacité à mettre de côté les rivalités personnelles pour le bien de l'Empire. La scène est désormais prête. Le jeune Frédéric, devenu un homme puissant, se prépare à prendre les rênes de son destin. Son esprit est empli du souvenir des empereurs romains, de la grandeur d'un empire qui s'étendait de la Germanie à l'Italie. Il est animé par une vision, celle d'un empire uni et puissant, où l'ordre et la justice régneraient. Ce rêve, qu'il va poursuivre sans relâche, sera à la fois sa plus grande force et sa plus grande épreuve. Laissez-vous bercer par le murmure de ses ambitions. Elles résonnent encore, écho lointain d'une époque révolue, mais qui a façonné le monde que nous connaissons. Tandis que l'histoire de Frédéric débute, laissez-vous glisser vers un sommeil profond et réparateur. Les rumeurs de la grandeur impériale et les murmures des princes allemands ne sont qu'un lointain écho à travers les sommets enneigés des Alpes. Pour Frédéric,
Le voyage en Italie est bien plus qu'une simple procession. C'est un retour aux sources de l'Empire, un pèlerinage pour affirmer son autorité en tant que successeur de Charlemagne et des empereurs romains. C'est au printemps 1154 qu'il rassemble son armée et descend en Italie pour la première fois. Ce n'est pas un voyage facile. Les chemins sont escarpés, les cols périlleux, et la traversée des Alpes est une épreuve en soi pour les hommes et les chevaux. Mais l'empereur est déterminé. Les cités-États du nord de l'Italie, comme Milan, Crémone ou Pavie, sont devenues puissantes et indépendantes. Elles gèrent leurs propres affaires, lèvent leurs propres armées et ne reconnaissent l'autorité de l'empereur que de nom. Frédéric ne peut tolérer cette insubordination. Son rêve d'un empire unifié ne peut se réaliser si ses sujets ne respectent pas son pouvoir. Il se voit comme le garant de la justice et de l'ordre, et il est prêt à l'imposer par la force si nécessaire. Ces villes sont riches grâce au commerce et à l'artisanat, et elles se croient invulnérables. Elles sont sur le point de découvrir leur erreur. Le premier acte de l'empereur est de montrer sa puissance. Il impose sa volonté à la ville rebelle d'Asti et assiège la ville de Tortona, qui a eu l'audace de s'opposer à lui. Après un siège de 2 mois, la ville tombe et est rasée. Un avertissement sans équivoque pour toutes les autres cités-États. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les villes italiennes comprennent que l'empereur est de retour et qu'il est bien décidé à faire respecter ses droits. L'un des objectifs de cette première campagne italienne est de se faire couronner empereur à Rome par le pape. C'est une tradition séculaire, un rite de passage pour tout souverain germanique qui veut être reconnu comme le chef légitime du Saint-Empire. Le pape de l'époque, Adrien Cos, est un homme pragmatique. Il a lui-même des problèmes avec les Romains qui ont instauré une commune indépendante et menacent son autorité. Frédéric et Adrien trouvent donc un terrain d'entente. Ils se rencontrent près de Rome et s'entendent sur un accord. Frédéric doit aider le pape à mater la rébellion romaine en échange de la couronne impériale. Mais la rencontre entre l'empereur et le pape est un moment de tension. Selon la tradition, un empereur nouvellement élu doit tenir l'étrier du pape pour l'aider à descendre de sa monture, un symbole de respect et de déférence. Frédéric, dans un geste de fierté, refuse de le faire. Le pape refuse de le saluer, et un long silence s'installe. Après des négociations tendues, l'empereur accepte de se soumettre au rituel, mais avec un sentiment de frustration. Il voit dans ce geste une humiliation, une subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel. C'est le début d'une longue et complexe relation de pouvoir entre les deux hommes et les deux institutions. Le 18 juin 1055, dans la basilique Saint-Pierre, Frédéric est couronné empereur. La cérémonie est grandiose et solennelle, mais elle est assombrie par une émeute des citoyens romains qui ne veulent pas d'un empereur allemand dans leur ville. Les troupes de Frédéric doivent intervenir pour rétablir l'ordre, et le sacre se termine dans un bain de sang. C'est une couronne amère, gagnée au prix de la violence et de la méfiance. Frédéric ne s'attarde pas à Rome. Après avoir reçu sa couronne, il rentre en Allemagne, laissant derrière lui une Italie toujours divisée et rebelle. Cette première campagne italienne est un prélude. Elle a montré aux cités-États qu'il n'est pas un empereur fantôme, mais un souverain puissant, avec une armée à sa disposition. Elle a aussi mis en lumière la complexité de ses relations avec la papauté et l'opposition féroce des villes italiennes à l'autorité impériale. C'est un combat qui ne fait que commencer. Laissez ces images de l'Italie du XIIe siècle, avec ses villes fortifiées et ses routes poussiéreuses, s'estomper doucement. Laissez le cliquetis des armes et les cris de l'émeute romaine s'éloigner, emportés par le vent. Le sommeil est là, attendant que vous l'embrassiez. Après sa première campagne en Italie et son sacre à Rome, Frédéric Ier, désormais empereur, se retrouve au cœur d'un conflit bien plus grand que la simple soumission des cités-États lombardes. C'est la lutte pour la suprématie entre le pouvoir temporel, incarné par l'empereur, et le pouvoir spirituel, représenté par la papauté. Au Moyen Âge, ces deux forces se disputent l'autorité sur le monde chrétien, chacune revendiquant un droit divin de gouverner. Le pape, en tant que successeur de Saint-Pierre, se considère comme le chef de l'Église universelle. L'empereur, lui, se voit comme l'héritier des empereurs romains,
le protecteur de l'Église et l'autorité suprême sur terre. Cette tension est le fil conducteur de la politique européenne pendant des siècles. Le conflit éclate véritablement avec l'élection du nouveau pape, Alexandre III. Cet homme de caractère est un farouche défenseur des droits de la papauté et un opposant déclaré aux ambitions impériales de Frédéric. Dès le début, la relation est tendue. Le pape refuse de reconnaître la légitimité de l'empereur sur les terres italiennes et s'allie avec les villes lombardes, voyant en Frédéric une menace pour l'indépendance des États pontificaux. En réaction, Frédéric ne reste pas inactif. Il conteste l'élection d'Alexandre IV et soutient l'élection d'un antipape, Victor IV, créant ainsi un schisme dans l'Église. Ce schisme oblige les royaumes et les principautés d'Europe à choisir leur camp, divisant le monde chrétien. La papauté et l'Empire sont désormais en guerre ouverte. Frédéric mène plusieurs expéditions en Italie pour soumettre les villes rebelles et installer son antipape à Rome. Ces campagnes sont des épreuves de force, mais aussi des démonstrations de sa détermination. Cependant, la tâche est immense. Les villes lombardes, unies au sein de la Ligue lombarde, se révèlent être des adversaires redoutables. Elles sont riches, leurs fortifications sont solides et leurs milices urbaines sont bien entraînées. De plus, la chaleur écrasante et les maladies, en particulier la malaria, font des ravages dans les rangs des troupes impériales, habituées au climat plus tempéré de l'Allemagne. La campagne la plus mémorable est sans doute le siège et la destruction de Milan en 1072. Après un siège de plusieurs mois, la ville, affamée et affaiblie, capitule. L'empereur, voulant faire un exemple, ordonne la destruction de la ville, ne laissant que les églises et quelques tours debout. Les murs sont abattus, les maisons rasées et les habitants sont dispersés. C'est un acte de cruauté qui choque l'Europe, mais qui témoigne de la volonté de l'empereur de ne laisser aucune opposition se dresser sur sa route. Cependant, cet acte d'autorité se retourne contre lui. Il unit les autres villes italiennes dans la résistance et renforce leur détermination à se battre pour leur liberté. La lutte atteint son apogée en 1166 lors de la bataille de Legnano. L'armée impériale, épuisée et affaiblie, affronte les forces de la Ligue lombarde. La bataille est un désastre pour Frédéric. Sa bannière est capturée et il est porté disparu pendant plusieurs jours, tout le monde le pensant mort. L'empereur est finalement retrouvé, mais la défaite est cuisante. Elle marque la fin de sa tentative de soumettre les villes italiennes par la force. Cette défaite militaire est un tournant. L'empereur, loin d'être un homme borné, comprend qu'il doit changer de stratégie. Il se résout à chercher la paix. En 1167, il rencontre le pape Alexandre IV à Venise. Cette rencontre est un moment de défaite personnelle, mais de victoire politique. L'empereur se prosterne devant le pape, reconnaissant ainsi son autorité spirituelle. En échange, le pape reconnaît Frédéric comme empereur légitime. C'est la fin du schisme et le début d'une nouvelle ère de paix relative. La lutte avec la papauté est terminée, mais elle a laissé des traces. Elle a montré les limites du pouvoir impérial et a renforcé l'unité des villes italiennes. Alors que les images de la bataille et du concile de Venise s'estompent, laissez la douceur de la nuit vous envelopper. Le murmure de la voix de l'histoire s'adoucit, vous invitant à vous glisser dans un sommeil réparateur et paisible. Les combats et les intrigues de l'empereur sont loin, et il est temps de reposer votre esprit. La défaite de Legnano et la réconciliation de Venise marquent un tournant crucial pour Frédéric Barberousse. Après des années de conflits épuisants en Italie, il comprend que la force brute ne suffit pas à maintenir un empire. La paix de Venise avec le pape Alexandre III et plus tard la paix de Constance en 1083 avec la Ligue lombarde sont le résultat de cette nouvelle approche. La paix de Constance est particulièrement significative. Elle reconnaît aux villes italiennes une autonomie quasi totale, leur permettant de gérer leurs propres affaires, de construire leurs fortifications et de lever leurs impôts. En échange, les villes reconnaissent la suzeraineté de l'empereur et lui versent un tribut symbolique. C'est un compromis audacieux qui montre la grande intelligence politique de Frédéric. Il accepte de céder une partie de son autorité nominale pour garantir la paix et la stabilité, des conditions essentielles à la prospérité de l'Empire. Cette période de paix relative en Italie
permet à Frédéric de se concentrer sur l'administration de son immense territoire. Il n'est pas seulement un chef de guerre, mais aussi un juriste et un administrateur éclairé. Il s'appuie sur le droit romain, qu'il réintroduit et fait étudier pour rationaliser l'administration de l'Empire. C'est une révolution pour l'époque. Le droit romain offre un cadre légal clair et universel qui renforce l'autorité impériale et permet une gestion plus efficace. L'empereur se positionne comme le garant de la justice et de l'ordre, et il voyage sans cesse à travers l'Empire pour juger les querelles entre seigneurs et veiller au respect des lois. Frédéric Barberousse est un bâtisseur. Il fonde de nombreuses villes, comme le port de Gelnhausen et l'abbaye d'Altenburg, et il développe le commerce et l'économie de ces territoires. Son règne est une période de prospérité et de croissance pour l'Allemagne. Il pacifie les grands seigneurs, met fin aux guerres intestines et encourage les échanges entre les différentes régions de l'Empire. Il consolide son pouvoir sur les ducs et les princes en s'appuyant sur les ministériales, des hommes de basse noblesse qu'il élève à de hautes fonctions, créant ainsi une nouvelle classe de fidèles. L'apogée de son règne est sans aucun doute la grande fête de la Pentecôte à Mayence en 1084. Cet événement est une démonstration de force et de faste sans précédent. Des milliers de chevaliers, de princes et de seigneurs de tout l'Empire se rassemblent. On dit que même des rois étrangers sont présents. Le faste de la cour, les tournois et les banquets somptueux sont une mise en scène grandiose de la puissance de l'empereur. C'est un moment de cohésion pour l'Empire, une affirmation de son autorité et un message clair envoyé au reste de l'Europe. Le Saint-Empire romain germanique est une puissance avec laquelle il faut compter. Ce moment de paix et de prospérité est aussi un moment de consolidation pour la dynastie des Hohenstaufen. Frédéric fait couronner son fils aîné, Henri VI, comme roi des Romains, assurant ainsi la continuité de la lignée. Il marie également son fils à Constance de Sicile, une alliance stratégique qui ouvre la porte à l'influence impériale sur le sud de l'Italie et le royaume de Sicile. C'est une vision à long terme, une façon pour l'empereur de s'assurer que son œuvre lui survivra. La période qui suit la paix de Constance est le point culminant du règne de Frédéric. Il est un monarque respecté, craint, mais aussi admiré. Sa détermination, sa vision et sa sagesse politique ont fait de lui le souverain le plus puissant d'Europe. Il a transformé un empire divisé et en proie aux guerres intestines en une entité stable et prospère. Alors que les images des festivités de Mayence s'estompent et que les cris de la foule s'éloignent, imaginez-vous un instant dans les couloirs silencieux d'un château impérial. L'odeur de la cire de bougie et du bois de chêne remplit l'air. L'histoire se ralentit, et avec elle, le rythme de votre respiration. Laissez le sommeil vous emporter doucement, sans précipitation. Les années de paix qui suivent la paix de Constance ne sont pas synonymes d'inactivité pour Frédéric. Bien au contraire. Il consacre toute son énergie à consolider son pouvoir en Germanie, son cœur impérial. Il est convaincu que pour que l'Empire soit fort, il doit d'abord être uni et pacifié en son sein. Son règne est marqué par une série de réformes administratives et juridiques qui visent à renforcer l'autorité centrale de l'empereur. Il met en place des fonctionnaires appelés ministériales pour gérer l'administration et la justice. Ces hommes, qui ne sont pas de la haute noblesse, lui doivent tout et lui sont donc d'une loyauté sans faille, ce qui permet à l'empereur de contourner le pouvoir des grands-ducs. La cour de Mayence, que nous avons évoquée, est l'un des outils de cette consolidation. C'est un tribunal itinérant où l'empereur juge lui-même les querelles et les conflits entre les seigneurs. Il est le garant de la paix, le dernier recours pour la justice. Les décisions de la cour sont incontestables et elles renforcent le sentiment que l'empereur est un souverain juste et équitable. Mais la plus grande épreuve de cette consolidation de pouvoir est le conflit qui l'oppose à son cousin, Henri le Lion. Henri le Lion, duc de Saxe et de Bavière, est l'un des hommes les plus puissants du Saint-Empire. Il a été un allié de Frédéric au début de son règne, mais son ambition grandissante et son refus de se plier à l'autorité impériale deviennent une menace. Henri refuse de suivre l'empereur dans ses campagnes en Italie et s'approprie des terres et des titres qui ne lui appartiennent pas de droit. Pour Frédéric,
C'est une rébellion ouverte qui met en péril l'unité de l'Empire. En 1780, l'empereur décide d'agir. Il convoque Henri le Lion devant la cour de Mayence, mais celui-ci refuse de se présenter. La cour le juge par contumace et le dépouille de tous ses fiefs. C'est une décision radicale qui montre que même les princes les plus puissants ne sont pas au-dessus de la loi impériale. Henri le Lion est exilé en Angleterre chez son beau-père, le roi Henri II. C'est la fin d'une grande rivalité et une victoire majeure pour Frédéric. Après la chute d'Henri le Lion, Frédéric réorganise l'Empire. Les grands-duchés de Saxe et de Bavière sont démembrés et distribués à des seigneurs plus fidèles. De nouvelles principautés voient le jour, créant une mosaïque de territoires plus petits et plus faciles à contrôler. L'empereur s'appuie également sur la montée des villes, qui lui sont plus loyales que les ducs. Il leur accorde des privilèges, des droits de marché et les protège des seigneurs locaux. En retour, les villes lui fournissent des troupes et des revenus. C'est un cercle vertueux qui renforce le pouvoir central et affaiblit l'ancienne noblesse. Ces années de paix et de consolidation en Germanie sont les plus fructueuses du règne de Frédéric. Il a réussi à pacifier son empire, à renforcer son autorité et à jeter les bases d'une administration moderne. L'empire est plus stable, plus prospère et plus respecté que jamais. L'empereur, lui, est au fait de sa puissance. Mais un événement majeur va venir perturber cette paix fragile. Laissez-vous glisser dans un sommeil profond et paisible. Les querelles des princes allemands et les manœuvres de l'empereur appartiennent désormais au passé. Les murmures des couloirs des châteaux s'estompent. Il est temps de laisser votre esprit se reposer et de vous préparer pour la suite de notre histoire. Le prochain chapitre nous emmènera vers des rivages lointains. Alors que la paix régnait dans le Saint-Empire et que Frédéric consolidait son pouvoir, une nouvelle se répandit comme un sombre présage dans toute l'Europe chrétienne. En l'an 1787, les armées du sultan Saladin, un chef militaire redoutable, s'emparèrent de Jérusalem. La ville sainte, le cœur du monde chrétien, était tombée. Cette nouvelle provoqua une onde de choc, un sentiment d'humiliation et de colère. Le pape Grégoire Voët lança un appel à la croisade, exhortant les princes d'Europe à prendre les armes pour libérer Jérusalem. C'est le début de la troisième croisade. Malgré son âge avancé, il avait près de 65 ans, Frédéric Barberousse répondit à l'appel. Il avait déjà participé à la deuxième croisade et la défense de la foi chrétienne était une part intégrante de son rôle d'empereur. Ce n'était pas seulement une affaire de foi, c'était aussi une occasion de restaurer son prestige sur la scène internationale et de se positionner comme le chef incontesté du monde chrétien. Les rois de France et d'Angleterre, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, répondaient également à l'appel, mais les rivalités entre eux étaient profondes. Frédéric, avec son prestige et son expérience, apparaissait comme le chef naturel de cette grande armée. Les préparatifs de la croisade furent une entreprise colossale. L'empereur convoqua la Diète de Mayence, la même ville où il avait célébré son pouvoir quelques années plus tôt, pour organiser le départ. Une armée de près de 15 000 chevaliers et 100 000 fantassins fut rassemblée. C'était la plus grande armée de croisés jamais levée. L'empereur mit de l'ordre dans ses affaires et il confia la régence de l'Empire à son fils, Henri VI. Puis, au printemps de l'an 1189, il quitta Ratisbonne et se mit en route. Son itinéraire était terrestre, un long et périlleux voyage à travers les Balkans et l'Asie mineure. La traversée de l'Europe ne fut pas sans difficulté. Les troupes, nombreuses, eurent du mal à se ravitailler. Des tensions apparurent avec l'empereur byzantin, Isaac Duk Angelos, qui craignait que l'empereur allemand ne s'empare de Constantinople. Mais Frédéric, avec sa détermination habituelle, parvint à surmonter ces obstacles. Il traversa le Danube et marcha en direction de l'Asie mineure. Les sources byzantines de l'époque décrivent l'arrivée de l'armée de Barberousse avec un mélange d'admiration et de crainte, la qualifiant de « fleuve d'hommes ». Une fois en Asie mineure, les défis devinrent encore plus grands. Les croisés durent affronter non seulement les armées turques, mais aussi la chaleur écrasante et le manque d'eau. La discipline impériale était mise à rude épreuve. De nombreux soldats désertèrent ou périrent de maladies.
Les batailles furent féroces. L'empereur, malgré son grand âge, mena personnellement ses troupes au combat, se montrant à la fois courageux et stratège. Il remporta une victoire éclatante sur les Turcs seldjoukides à la bataille de Philomélion, une victoire qui restaura le moral de ses troupes. Frédéric était à la tête de la croisade, le chef incontesté de l'armée chrétienne. Il était sur le point d'entrer en Syrie, où il comptait rejoindre les autres croisés et marcher sur Jérusalem. L'espoir et la détermination qui l'animaient étaient le moteur de cette armée épuisée. Il était à quelques jours de la Terre Sainte, et son rêve de libérer Jérusalem semblait à portée de main. Laissez-vous transporter par l'image de cette immense armée de croisés, marchant sous un soleil de plomb, leurs bannières flottant au vent. Entendez le bruit des sabots de chevaux et le murmure de milliers de voix. Puis fermez les yeux. L'histoire s'arrête un instant en suspens. Laissez ce moment de calme vous envahir, vous bercer et vous guider vers un sommeil profond. Le soleil de l'Asie mineure brûle les terres arides. L'armée impériale, après des mois de marche et de combat, approche du but. Les montagnes de l'Anatolie sont derrière eux, et les plaines de la Syrie s'étendent devant, un paysage qui promettait un repos bien mérité avant la marche sur la Terre Sainte. Nous sommes en l'an 1190, et le destin de l'empereur Frédéric Barberousse, le grand souverain à la barbe rousse, est sur le point de s'accomplir d'une manière inattendue et tragique. Le 10 juin 1190, alors que l'armée traverse une région montagneuse, une chaleur étouffante règne. L'empereur, accompagné de ses chevaliers, arrive au bord de la rivière Salef, dans l'actuelle Turquie. La fatigue et le désir de se rafraîchir sont grands. Les récits de l'époque divergent sur les circonstances exactes de sa mort. Certains disent que l'empereur, épuisé, a décidé de se baigner dans les eaux glacées de la rivière. D'autres affirment que son cheval a trébuché en traversant, le faisant tomber. Une autre version encore suggère qu'il est mort d'une crise cardiaque due au choc thermique entre la chaleur du jour et l'eau froide de la rivière. Quelle que soit la version, la fin est la même. L'empereur Frédéric Barberousse ne se relève pas. Son corps, lourd dans son armure, est emporté par le courant. Le chef de la troisième croisade, le puissant empereur du Saint-Empire, est mort, non pas au combat face à l'ennemi, mais dans l'eau d'une rivière anonyme. La mort de Frédéric Barberousse est un coup terrible pour l'armée des croisés. Le chef charismatique, le guide vénéré, n'est plus. L'armée, privée de son commandant, se désintègre. La plupart des soldats rentrent en Allemagne, le moral brisé. Une petite partie, fidèle à la promesse de la croisade, continue la route vers Antioche, portant avec elle le corps de l'empereur. Le voyage de son corps, un périple macabre, est en soi un chapitre tragique. Les tentatives de le préserver dans du vinaigre pour qu'il soit rapatrié en Allemagne échouent. Finalement, les croisés enterrent une partie de ses entrailles à Tars, sa chair à l'église Saint-Pierre d'Antioche, et ses os, qui devaient rejoindre l'Allemagne, sont enterrés dans la cathédrale de Tyr. La tombe de Frédéric Barberousse n'existe pas, et sa mort, qui aurait dû être un moment de gloire au service de Dieu, est une fin solitaire et amère. La mort de Frédéric marque la fin d'une ère. Son fils, Henri VI, hérite d'un empire solide et d'un pouvoir consolidé. Mais il n'aura jamais l'aura ni le charisme de son père. La troisième croisade, privée de son plus grand chef, ne parviendra pas à reconquérir Jérusalem, même si le courage de Richard Cœur de Lion et la ruse de Saladin marqueront à jamais l'histoire des conflits en Terre Sainte. La mort de Frédéric Barberousse est un mystère, une énigme non résolue. Cette fin inattendue a contribué à forger sa légende. La mort d'un héros dans l'anonymat d'une rivière est un événement qui appelle à la contemplation. Elle nous rappelle la fragilité de la vie, même pour les plus grands souverains. Laissez cette image s'installer dans votre esprit. Un homme puissant au sommet de sa gloire, emporté par le courant d'une simple rivière. Un murmure de vent dans les arbres, le son de l'eau qui s'écoule. Un doux adieu à un grand empereur. Laissons ces événements s'éloigner dans l'histoire et laissons le sommeil nous envelopper. La mort de Frédéric Barberousse aurait pu signifier la fin de son influence, mais au contraire, elle est le début de sa légende. Pour l'Empire, un homme de son envergure ne pouvait pas disparaître simplement dans le courant d'une rivière. Son souvenir,
Ses exploits et son rêve d'un empire puissant ont donné naissance à des mythes et des contes qui ont traversé les siècles. Le plus célèbre d'entre eux est la légende de Kiephauser. Dans le massif montagneux de Kiephauser, en Thuringe, se trouve un château en ruine. Selon la légende, l'empereur Frédéric Ier n'est pas mort. Il s'est retiré dans une grotte sous la montagne et y dort d'un sommeil profond. Sa barbe rousse, dit-on, a poussé et s'est enroulée autour d'une table de pierre. Il ne se réveillera que lorsque l'Allemagne sera en grand péril. Lorsque le bon moment viendra, il se lèvera et son empire renaîtra de ses cendres, ramenant paix et prospérité. Dans son sommeil, il attend, sa fidèle épée à ses côtés, entouré de ses chevaliers. Il est gardé par 2 corbeaux qui s'envolent de temps en temps pour observer le monde. S'ils ne voient pas de signe de paix, ils reviennent et l'empereur se rendort. Cette légende est bien plus qu'une simple histoire pour enfants. Elle est une expression de l'espoir et du désir d'unité d'un peuple qui a souvent été divisé. Au cours des siècles qui suivirent sa mort, l'Allemagne n'a pas connu un empereur aussi fort et charismatique que lui. Le Saint-Empire romain germanique a traversé des crises et des guerres, et le rêve d'une Allemagne unie est resté une aspiration pour beaucoup. La légende de Barberousse a servi de réconfort et de source d'espoir pour ces générations. Il était l'empereur éternel, le roi dans la montagne, qui reviendrait pour sauver son peuple. La légende s'est renforcée au XIXe siècle, à l'époque de l'unification de l'Allemagne. Les nationalistes allemands, cherchant un symbole de l'unité nationale, ont fait de Barberousse une figure héroïque. Il était le symbole du rêve d'un empire allemand puissant et uni. Des poèmes et des chansons ont été écrits sur lui, et la légende de Kiephauser est devenue un élément central de l'identité allemande. Des monuments ont été érigés en son honneur, comme le Kiephauser Denkmal, un imposant mémorial sur la montagne elle-même qui représente l'empereur endormi et le Kaiser Guillaume Ier. L'héritage de Frédéric Barberousse n'est pas seulement dans les légendes, c'est un héritage politique et juridique. Il a jeté les bases d'un État moderne en renforçant le pouvoir central et en rationalisant la justice. Il a été l'un des premiers souverains d'Europe à comprendre l'importance d'une administration efficace et de la loi pour gouverner un grand territoire. Son règne a été une période de prospérité et ses efforts pour pacifier l'Allemagne ont laissé une empreinte durable. Laissez-vous imprégner par la magie de cette légende. Fermez les yeux et imaginez l'empereur endormi dans sa grotte, sa barbe rousse enroulée autour d'une table. Les corbeaux veillent, le monde continue de tourner. La frontière entre l'histoire et le mythe s'estompe et il ne reste qu'un sentiment de paix et de repos. Laissez ce sentiment vous guider vers un sommeil profond où les légendes prennent vie. Alors que la nuit avance et que les frontières entre le passé et le présent s'estompent, il est temps de faire un dernier voyage, non pas dans l'histoire des batailles et des couronnements, mais dans l'héritage vivant de Frédéric Barberousse. Car si l'homme a disparu il y a plus de 8 siècles, son souvenir et ses réalisations demeurent. Son empreinte est visible non seulement dans les livres d'histoire, mais aussi dans les paysages de l'Allemagne et dans la conscience collective. L'une des manifestations les plus frappantes de cet héritage est sans doute le Kiephauser Denkmal, ce monument imposant érigé à la fin du XIXe siècle. Il n'est pas simplement une statue, il est le symbole de l'unification allemande. On y voit la statue de l'empereur Guillaume Ier sur le dos de Barberousse, suggérant que le nouvel empire allemand a été bâti sur les fondations de l'ancien. C'est une puissante déclaration visuelle qui montre à quel point l'image de Frédéric était liée au rêve d'une Allemagne unie et forte. Les visiteurs qui se rendent sur le site peuvent contempler ce monument et réfléchir à la manière dont le passé continue de façonner l'identité nationale. Mais les traces de Barberousse ne se limitent pas à ces grands monuments. Elles sont aussi dans les pierres des châteaux et des villes qu'il a fondées ou qu'il a influencées. Le château de Trifels, dans le sud-ouest de l'Allemagne par exemple, a été l'un des sièges impériaux de Frédéric. C'est ici qu'il a gardé le roi Richard Cœur de Lion captif. Les murs de ce château ont été témoins de certains des moments les plus importants de son règne. De même, les ruines des châteaux des Hohenstaufen, disséminés à travers le sud de l'Allemagne, sont un rappel silencieux de la grandeur
et de l'influence de cette dynastie. Sur le plan juridique, son héritage est tout aussi important. Frédéric a été un fervent défenseur du droit romain, un code de loi qui a survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident. Il a encouragé son étude et son application, jetant ainsi les bases d'un système juridique plus rationnel et unifié. Cette modernisation du droit a eu des répercussions bien au-delà de son règne, influençant les systèmes juridiques de l'Allemagne et d'une grande partie de l'Europe. En se posant en garant de la justice et de l'ordre, il a créé un précédent qui a renforcé le pouvoir de l'État central et a jeté les bases d'un État moderne. Au-delà des monuments et des lois, il y a la figure de l'homme lui-même. Frédéric Barberousse est devenu le prototype du souverain idéal du Moyen Âge, un chef de guerre courageux, un administrateur avisé, un homme de foi et un protecteur des arts. Il est une source d'inspiration pour les écrivains, les poètes et les historiens qui continuent de s'interroger sur le caractère de cet homme exceptionnel. Sa barbe rousse, son aura légendaire et sa fin mystérieuse dans une rivière lointaine ont fait de lui un personnage plus grand que nature. Alors que notre voyage touche à sa fin, nous pouvons nous demander ce que l'histoire de Frédéric Barberousse peut encore nous apprendre aujourd'hui. Elle nous rappelle que le pouvoir est fragile, que même les plus grands empires peuvent s'effondrer. Elle nous montre aussi que les conflits d'hier, les guerres entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, entre la centralisation et le régionalisme, continuent de résonner dans notre monde. Frédéric, avec sa détermination et sa vision, a su naviguer dans ces eaux complexes et a laissé derrière lui un héritage qui nous invite à la réflexion. Doucement, notre histoire prend fin. Les images de l'empereur à la barbe rousse, de ses croisades, de ses châteaux et de sa légende s'estompent. Le son de ma voix est un dernier murmure, vous invitant à vous laisser aller au sommeil, à un repos bien mérité. Fermez les yeux, respirez calmement et laissez la nuit vous envelopper. Doux rêve.